Je vais laisser nos intervenants se présenter. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Isabelle Proust. Je suis professeure agrégée à l'université en lettres modernes et j'interviens dans la formation du second degré et bientôt aussi dans le premier degré. Yorana, bonjour. Gaëtan Lelu, inspecteur pédagogique de lettres, rattaché au vice-rectorat. Freiné, mais bon, je suis déjà intervenue, donc IENA à l'Académie de Guadeloupe. Bonjour, Frédéric Lombardo, inspecteur pour le premier degré, circonscription de Paea, Papara, Teva, Utah. Donc, le format qui avait été retenu, c'était 1 heure. Donc, 20 minutes sur 2 questions précises et 15 minutes pour vous. Donc, vous imaginez que les questions que vous aurez à poser vont se réduire à 5 minutes. Donc, on va sélectionner 2 questions, donc préparez-les. On va éviter de s'étendre un peu sur notre quotidien et on va essayer d'être direct sur les questions. Mais avant de vous donner la parole sur les 5 dernières minutes, donc je vais vous inviter, puis je vais inviter nos intervenants à surtout parler de 2 problématiques précises. La première sur ce que c'est que l'enseignement explicite. Je pense que sur lire, écrire, parler, nous sommes tous des experts que nous sommes aujourd'hui. On ne va pas s'étaler et puis en 30 minutes, on n'aura pas le temps. Donc je pense que l'idée première, c'est peut-être de demander à nos intervenants ce qu'on entend par un enseignement explicite et de quelle manière cet enseignement explicite-là doit aider nos élèves en éducation prioritaire. Et la deuxième sous-question, ce sera donc de quelle manière est-ce que cet enseignement explicite en éducation prioritaire peut être un levier pour nos enfants polynésiens. Je vous laisse la parole sur ce premier thème. Je vais essayer dans un temps très bref. Donc d'abord, sinon de définir, ce serait trop long, de définir l'expression un enseignement explicite. C'est une démarche d'enseignement qui nous vient du monde anglo-saxon, qui a été développée en France, qui est d'actualité dans l'univers de l'éducation prioritaire et qui consiste, pour simplifier, je résume beaucoup, à indiquer qu'il n'y a pas d'enseignement et de démarche d'enseignement efficace en termes de performance, je n'aime pas trop le mot, mais qui ne renvoie pas l'élève, mais à partir du travail de l'enseignant, à des démarches spécifiques qui indiquent clairement, explicitement, pas de manière imprécise, ce qui est attendu par l'élève en termes d'activité, de tâches, ce qui est attendu de l'élève en termes d'objectifs notionnels, conceptuels ou de savoir-faire à maîtriser. Donc, pour résumer, c'est une démarche d'enseignement qui est un peu à l'opposé de celle qui a été à la mode il y a quelques années, qui était fondée sur les démarches qu'on appelait de manière générique constructivistes, qui consistaient à dire que finalement l'élève, placé en situation de recherche, tout seul, était guidé par l'enseignant, bien sûr, face à une situation problème, capable d'atteindre les objectifs du lire, de l'écrire ou de n'importe quel autre champ disciplinaire. Donc voilà, en quelques mots, résumer le sens d'enseignement explicite. Juste indiquer que c'est une actualité d'urgence dans le contexte de l'éducation prioritaire. Je reviens sur ce qu'a dit un intervenant. En Polynésie, nous bénéficions finalement d'un avantage. Nous sommes rentrés récemment dans l'éducation prioritaire. Je crois que c'est Didier Rigotard qui en parlait, ou notre collègue. Nous évitons finalement les écueils des pédagogies qui ont été mises en place dans l'éducation prioritaire,
il y a des décennies en métropole, qui mettait l'accent uniquement sur finalement la pédagogie du projet, tout ce qui pouvait favoriser l'intégration socio-culturelle de l'élève, et laissait finalement l'objectif de la performance, du lire et l'écrire, un petit peu au bord de la route. En Polynésie, on est arrivé récemment dans l'éducation prioritaire. Le ministère a, dès le départ, fixé des objectifs quantitatifs de progrès de la réussite des élèves, notamment dans la maîtrise de la langue et en mathématiques. Et donc, tout de suite, nous avons été, je crois que c'est un avantage, placés dans cette focale, c'est-à-dire comment réellement faire progresser nos élèves. Et donc, tout de suite, s'est posé directement ou indirectement pour nous la question de faut-il mettre en place ou pas, de manière plus forte, plus déterminée, voire avec de la formation, un enseignement explicite pour véritablement permettre à nos élèves d'acquérir les compétences du socle. Pendant effectivement des décennies, comme tu dis, on a fonctionné sans enseignement explicite. Pourquoi est-ce que finalement cet enseignement explicite aujourd'hui est nécessaire ? En fait, on parle d'enseignement plus explicite, si je veux aller. Donc, enseigner plus explicitement. Le plus a son importance. Dans le sens où il ne s'agit pas seulement d'exposer les étapes par lesquelles l'élève doit passer ou les procédures intellectuelles, mais c'est aussi lever les malentendus que, pour certains élèves de l'éducation prioritaire, persistent parce que dans l'acte d'enseigner, on ne clarifie pas les enjeux. Certains élèves de l'éducation prioritaire, pour eux, c'est utilité. C'est l'utilité qui compte, c'est-à-dire aller directement à la production. Donc, la question des tâches, notamment de faire des tâches multiples, de l'activisme, renforce cette posture d'élève qui serait que apprendre, c'est pour l'utile. Or, apprendre, c'est au-delà de l'outil, c'est l'objet de savoir qui est en jeu. Et cette posture de l'enseignant qui va amener les élèves à considérer le savoir non pas comme un outil, mais comme un objet d'émancipation. Quand on prend le cas de la lecture, par exemple, au-delà d'apprendre à lire, c'est tous les enjeux de la lecture, sa fonction émancipatrice, comment, lorsqu'on devient lecteur, on accède à un monde bien plus vaste. Donc ça nous demande aussi, et en tant que formateur, on est assez positionné sur cet axe-là, une certaine exigence, parce que souvent, quand on veut rendre les choses accessibles, on les simplifie à l'extrême. Et simplifier, c'est au contraire déshabiller, dénaturer et parfois même flouter, c'est-à-dire mettre un cache sur ce qui est l'apprentissage. J'aurais aimé vous donner un exemple. Si vous demandez à un élève de colorier une carte en fonction du type de relief et que vous accentuez votre apprentissage seulement sur la question du coloriage en fonction d'une légende, et que vous n'allez pas au cœur de ce qui est derrière cette activité de coloriage, l'élève il va se centrer uniquement sur le coloriage et sur la bonne couleur qui va bien. Demain, vous lui donnez une autre carte, il sera perdu parce qu'il aura appris uniquement cette carte. Alors, je fais un cours, c'est très court, c'est un raccourci, mais c'est une expérience qui a été menée par Stéphane Bonnery, qui est très intéressante, qui s'appelle la carte de géographie. Vous pouvez trouver ça sur Internet, et ça parle justement de ces malentendus lorsque l'enseignement n'est pas explicite. Certains élèves issus de milieux plus favorisés arrivent justement à trouver ce qui est caché derrière cet apprentissage. Dans les milieux plus défavorisés, il est nécessaire de rendre clair cette démarche intellectuelle, mais aussi l'enjeu de l'apprentissage. Et c'est vrai qu'en termes de formation, avoir des exemples précis, mettre les enseignants à l'épreuve sur certaines activités qu'on propose en classe, ça peut être un moyen justement de dépasser cet enseignement implicite et d'aller vers un enseignement plus explicite. Donc c'est un travail aussi de la part des formateurs de s'interroger sur cette question de l'enseignement plus explicite. Même si nos deux autres intervenants interviennent plus dans le second degré, voire à l'université, quel est votre avis sur la question ? C'est essentiel, ce que vient de dire la collègue. Pour
pour la bonne raison que cet exemple d'Amidou, parce que c'est l'exemple d'Amidou dont il est question, si on peut garder en mémoire cet exemple, il a une valeur emblématique parce qu'il permet de bien mémoriser le fait que lorsqu'un élève n'est pas amené à se décentrer par rapport à sa tâche, alors il lui manque la question essentielle des enjeux. Mais derrière toute cette question de l'explicitation, il y a la question des obstacles. Et là, on est au cœur de l'action pédagogique des professeurs, parce qu'on voit bien là, clairement, que le rôle d'accompagnateur du professeur est essentiel. Et c'est lui qui va permettre, par une chaîne d'explicitation, on a bien vu qu'il faut que ça commence même dès les consignes, mais même avant dans la contextualisation de ce que l'on va proposer aux élèves. Les consignes, mais tout le monde y pense. Il n'y a aucun professeur qui n'explicite pas les consignes. Il n'y a aucun professeur qui ne fait pas un sort aux mots complexes que contient la consigne. Mais c'est bien cette chaîne qu'il faut garantir, c'est-à-dire la chaîne des enjeux, la chaîne des procédures qui vont être celles que l'on va suivre lorsqu'on va mener, par exemple, une activité, la chaîne des compétences que l'on va travailler. Qu'est-ce que nous allons faire ensemble? Qu'est-ce que vous allez apprendre à faire? Ce qui souvent n'est pas suffisamment, en tout cas dans le second degré, qui est dans mon expérience personnelle, qui n'est souvent pas mis en lumière. Et ensuite, dernier point de la chaîne, peut-être celui de l'évaluation, c'est-à-dire expliquer aussi à l'élève, c'est donc encore le dernier maillon de l'explicitation, comment il va être évalué, que ce soit de l'évaluation formative ou de l'évaluation sommative, c'est-à-dire au moment où il va être question de résumer tous les éléments qui sont liés à une compétence. Ça va demander beaucoup de temps quand même, hein. Ça demande beaucoup de temps, oui, c'est vrai, mais je pense que... je voudrais utiliser une petite image. Pour moi, c'est un petit peu l'histoire de la métaphore des obstacles, c'est un petit peu... je reviens à l'étymologie du mot expliquer et en fait à partir de expliciter. C'est comme si le savoir ou les apprentissages étaient pliés non pas en 2, ni en 4, ni en 8, mais pour les élèves de l'éducation prioritaire, bien souvent, en 16 ou en 32. Et donc l'action du professeur, là, elle doit être effectivement méthodique, c'est pas seulement juste élucider, mais c'est accompagner. Mais cela veut dire aussi, et tu as raison Willy, ça veut dire aussi une économie de parole, c'est-à-dire qu'il y a 2 écueils à éviter, si on peut dire. Il y a le cours dialogué qui ne permettrait pas finalement d'observer et d'analyser ce qui se passe dans l'activité de l'élève, et à contrario, l'activité qui serait permanente et où il n'y aurait pas d'accompagnement. Et donc tu as raison, et j'ai coutume de dire d'ailleurs qu'il faut un haut degré de professionnalité. Pour quelle raison? Parce qu'il va falloir que le professeur explicite en économisant toutefois son discours à plusieurs moments clés. Par exemple, si on parle d'une séance, de cette séance. Et cela signifie quand même une approche méthodologique qui est loin d'être facile à mettre en œuvre. C'est aussi notre rôle d'essayer d'aider les professeurs dans cette procédure. Isabelle. Alors la question de l'explicitation, elle peut être extrêmement importante aussi à partir du moment où on considère nos étudiants bacheliers lorsqu'ils arrivent à l'université au bout de tout un processus. Parce que bien souvent, nous pouvons être en situation de donner un certain nombre de consignes en pensant qu'elles vont de soi. Et y compris donc avec des bacheliers, on se rend compte dans les premiers travaux qu'on doit faire une forme d'explicitation parce que les non-dits perdurent parfois pendant des années et des années. On demande une réussite dans tel ou tel exercice et finalement les différents processus à mettre en œuvre pour le réussir ne sont pas forcément garantis. C'est une des clés de l'autonomie qui, en principe, devrait caractériser véritablement les étudiants lorsqu'ils arrivent à l'université. Ils devraient pouvoir s'organiser assez facilement dans leur travail et on peut regretter quelquefois ce manque d'autonomie
On est obligé quand même depuis une vingtaine d'années de multiplier un certain nombre d'enseignements méthodologiques, justement, méthodologie du travail universitaire, méthodologie, enfin pour ma partie, méthodologie littéraire, pour revenir sur le b.a.-ba et lever un certain nombre de malentendus entre ce que l'on attend, ce que l'on évalue et le travail qu'il y a à fournir, également les différentes étapes pour réussir à satisfaire aux attendus universitaires. Donc là aussi, je pense que l'explicitation est importante. S'agissant de la formation des formateurs, je pense que ça les sécuriserait, pas simplement en perspective de l'éducation prioritaire, mais y compris pendant les formations avant même les concours, puisqu'il y a une dimension didactique qui est incorporée, y compris pendant les temps de stage, ça les sécuriserait en tout cas de réussir à expliciter justement les différentes étapes du travail à demander pour leur conception tout simplement. En tout début de carrière, il y a souvent beaucoup de malaise, beaucoup de difficultés parce qu'on ne sait pas forcément où on va, on ne sait pas comment faire. Et je pense que ce travail de préparation qui parfois demande énormément d'heures de travail pour les stagiaires, par exemple, rendrait ce travail beaucoup plus efficace. Il les rendrait plus sûrs aussi, y compris pour leur gestion de la classe par la suite, si effectivement, pour eux-mêmes, les stagiaires déjà travaillaient là-dessus, avant ensuite de construire une relation basée sur des tâches beaucoup plus explicitement signalées aux élèves. Je suis assez étonnée pour avoir donné un certain nombre de travaux basiques avec des consignes sans les expliciter à mes étudiants, mais en attendant une explicitation, de voir qu'en fait, outre la reformulation, on n'avait pas forcément le découpage en différents temps d'activité. Ce qui fait que leur propre réussite sur des exercices à donner à des élèves de collège ne fonctionnait pas forcément. Pour faire court, ce que vous proposez en fait, c'est de passer d'une logique du faire à une activité plus pensée de la part de nos élèves. Ça va réclamer du temps, ça va réclamer une formation de nos enseignants également. Et voilà, la question maintenant, parce qu'il va falloir qu'on passe à la deuxième question, est-ce qu'en Polynésie française et spécifiquement dans nos réseaux d'éducation prioritaire, est-ce que nos enseignants sont prêts? Est-ce que vous avez vu des pratiques qui mettent effectivement en avant cet enseignement explicite? Vous, messieurs, mesdames, les inspecteurs, Madame la ministre, je vais essayer de répondre. Pour être honnête, nous en sommes encore. Alors, il y a toute la question de la formation initiale, et vous avez bien posé l'enjeu essentiel. Je pense que nos enseignants en éducation prioritaire ont tous bien compris et été sensibilisés à cette question de l'explicitation, ne serait-ce que parce qu'ils lisent quand même les documents officiels. Le site de l'éducation prioritaire qui a sorti un document sur enseigner plus explicitement dans les différents domaines, en mathématiques, en français. Donc la sensibilisation, elle est là, du fait de leur clairvoyance, de nos enseignants, du fait de l'institutionnel, des consignes qui sont données, et puis aussi, je crois, le public le dira, nos enseignants sentent bien qu'il manque quelque chose pour faire réussir nos élèves. Alors, tous n'ont peut-être pas perçu que ce quelque chose, c'était ce qui relevait d'une démarche d'enseignement plus explicite. Et vous avez raison de dire plus explicite. Je le dis, l'enseignement explicite ne doit pas devenir un modèle pédagogique imposé et dominant. C'est simplement le fait de dire que cette problématique de l'explicitation,
elle doit rester présente à l'esprit de chaque enseignant, en éducation prioritaire en particulier, dans la mise en œuvre des apprentissages. Donc je crois que, voilà, nous sommes prêts. Nous avons sans doute besoin de formation à tous les niveaux, initial, continu. Ça a déjà été engagé, hein, je le dis, dans certaines circonscriptions, sur la circonscription de Fahaz, sur Papara. Ce n'était pas en maîtrise de la langue, c'était sur l'enseignement des mathématiques. Donc il y a une dynamique qui est engagée. Je crois que les enseignants ils sont prêts, sont sensibilisés. Maintenant, il faut peut-être aller plus loin dans la compréhension de ce que notre collègue disait. Et puis une dernière remarque, l'enjeu n'est pas seulement d'une démarche didactique ou cognitive, c'est un enjeu social. C'est effectivement, vous savez, la phrase banale, l'élève acteur de ses apprentissages. Pour que véritablement l'élève soit un vrai acteur de ces apprentissages, quelque part, il faut répondre à ce que proposait la collègue tout à l'heure de manière très précise. Bien. Avant de basculer sur la deuxième thématique, 2 questions. On vous donne la parole. Oui, il y en a un qui s'est levé. C'est pour la question? Ah bon, ah oui, d'accord. Fai toi ton mai. Et puis tu oui là. Bon, tu n'as pas de moi. Fraterhouse, ça veut dire qu'ils savent tous ce que c'est que l'enseignement explicite et que vous le mettez en œuvre dans nos classes. Mais je sais personnellement que c'est très difficile quand même. En discutant en aparté, on disait oui, mais en même temps, il faut motiver les élèves, les intéresser. Donc, on ne peut pas imaginer rentrer dans un enseignement qui serait tellement second que les élèves n'auraient pas d'ancrage. Et on en a discuté avec une collègue IPA d'Histoire Géo avant que je ne vienne ici, puisqu'on a préparé à plusieurs. Hein. Je ne porte pas moi-même une seule voix, je porte plusieurs voix, plusieurs échanges que nous avons localement dans notre académie. Et c'est vrai qu'on s'est posé cette question. En fait, est-ce que quand on commence un enseignement, une situation d'apprentissage, c'est déjà pour l'éducation prioritaire plus que pour tout autre enseignement, tout autre territoire, pardon, comprendre ce que les élèves, un enfant recherche à l'école. Déjà, avoir cette distance pour soi-même. Ne pas arriver avec une idée préconçue du type d'élève qu'on a, mais bien essayer de comprendre ce que les élèves recherchent à l'école. On serait parfois très étonné de se rendre compte qu'ils recherchent des choses très précises et très, très abstraites, alors que nous, on pense souvent très concret, et on serait très étonné. Et quelque part, peut-être que notre travail en tant qu'enseignant, c'est de susciter leur curiosité en les mettant dans des situations où ils vont être dans une posture d'investigation, ils vont chercher. Et c'est là où tu disais comment motiver, mettre les élèves en action. Mais ça ne suffit pas. Sinon, on perd l'élève, et l'élève perd le sens du savoir. Donc on arrive à peut-être ce temps, comme disait le collègue, où on est dans une posture dialogique. On va essayer, dans l'échange avec l'enseignant, avec un minimum de paroles, mais ça demande vraiment d'avoir une posture très intellectuelle, donc d'avoir intégré les éléments didactiques, évidemment, pour amener l'élève à faire un dialogue avec nous qui va construire et élaborer ce savoir de manière un peu plus distanciée. Ça nous demande évidemment d'écouter plus et d'observer beaucoup. Parce que c'est vrai qu'on a tendance peut-être à beaucoup parler, moi je l'ai observé, hein, quand on est en situation, parce qu'on pense qu'on ne fait pas confiance aux élèves, donc on parle beaucoup, on anticipe trop et on ne laisse pas du temps. Et à ce moment-là, cette posture réflexive qu'on aura mise en œuvre avec cet élève, eh bien, on va pouvoir la valider, l'évaluer, notamment dans des situations d'auto-évaluation. Lorsqu'ils auront à transférer ces apprentissages dans d'autres cadres, sur même d'autres domaines disciplinaires. Donc, je pense qu'il y a aussi pour nous à donner des situations concrètes pour mettre à l'épreuve cette posture d'enseignant qui devrait être valable dans tout territoire, mais qui peut-être en éducation prioritaire nous fait défaut parce qu'on anticipe trop sur ce que les élèves ne sauraient pas faire.
peut-être qu'il faut leur faire un peu confiance, même dans la question du parler et de l'écrire, et de la lecture, de l'écrire et de l'oral. Voilà. Vaste chantier, il nous faudra certainement plus d'une demi-heure et plus d'un séminaire pour y répondre. Donc je vous invite maintenant à plutôt réfléchir autour de la deuxième problématique en fonction des questions. Ah, question ? Bonjour, Corinne Ferré, je suis directrice de l'école Pamatei. C'est peut-être pas forcément une question, mais plus un partage, une réflexion. En ce moment, depuis quelques années, surtout dans le REP+, on valorise tout ce qui est manipulation. Manipulation en mathématiques, manipulation dans tous les domaines. Plus on fait de la manipulation, plus on se réconforte en disant, bon, au moins, l'enfant a l'occasion d'être confronté à du concret. Peut-être que parfois aussi, on a tendance à confondre manipulation et explicitation. Ce qui est pas... on peut avoir l'impression qu'en proposant plus de manipulation, on est plus explicite. Or, je pense que ça ne s'arrête pas là. Ça va beaucoup plus loin. Pour arriver à expliciter de façon efficace, il faut qu'en fait, on arrive à être expert en pédagogie, mais surtout en didactique d'abord. C'est-à-dire qu'il faut bien maîtriser les savoirs, pour pouvoir être capable de bien les expliciter auprès des élèves. Et c'est en ça que je pense qu'on a besoin encore de beaucoup de formation, parce qu'on n'en est pas encore vraiment là. Certains enseignants y arrivent bien, mais je pense que ça reste compliqué de maîtriser cette notion de l'explicitation. Alors j'ai un exemple, je ne sais pas si je suis dans le vrai, par exemple en lecture. Dans la OCP, on a tendance à penser que pour que l'enfant comprenne ce qu'il est en train d'apprendre, il faut bien lui faire comprendre qu'il est en train de travailler sur le code. On va essayer de décortiquer au maximum la notion d'apprentissage de la lecture en lui apprenant à maîtriser le code. Comprendre que c'est un code qui fonctionne au niveau de l'oral, au niveau de l'écrit. Du coup, on a tendance à valoriser les méthodes qui épurent au maximum l'apprentissage de la lecture autour de ce travail sur l'identification des sons, des mots. Mais je pense que ce n'est pas suffisant. Et du coup, on n'est plus tellement explicite quand on se consacre uniquement à ça. Enfin, c'est une réflexion. Voilà. Je ne vais pas répondre, mais ça me démange. Madame, je vous remercie parce que, on le disait avec les collègues, vous êtes déjà très experte dans les deux exemples que vous avez soulignés. L'exemple de la manipulation est remarquable. Effectivement, on invite à manipuler, mais la seule manipulation n'est pas assez explicite en mathématiques pour amener l'élève au-delà de la tâche vers le concept. Et l'exemple que vous avez donné de la lecture est merveilleux. Effectivement, il ne faudrait pas tomber dans le piège qui consisterait à laisser entendre que l'explicite, c'est seulement guidé dans des démarches mécanistes. L'exemple du code est remarquable, qui ferait perdre l'objectif principal. La maîtrise du code qui doit être automatisée, c'est d'abord pour la compréhension et la lecture au sens le plus large du mot. Donc vous avez très bien résumé, et je vous en remercie encore, l'enjeu du débat sur l'enseignement explicite. Et permettez-moi de vous dire, si tous les enseignants, comme vous, déjà perçoivent cette chose-là, nous sommes bien partis pour progresser ensemble. Donc Frédéric promet de donner plus la parole à Gaëtan et Isabelle pour la question suivante. La question suivante donc porte davantage sur les compétences orales.
pour ma part, puisqu'on a préparé cette table ronde ensemble, il nous a paru quand même important de parler davantage du parler. Donc, mis à part le lire, le écrire, etc., il s'agit surtout donc des compétences orales. Où en est-on de l'enseignement des compétences orales et le rôle de levier dans les apprentissages? Là, on va peut-être essayer d'être, même après une première définition théorique, d'être un peu plus précis dans le contexte polynésien. Merci. Oui, on doit se réjouir déjà que les attendus sont très clairement exprimés dans les programmes, que ce soit cycle 2, cycle 3, cycle 4, ils sont présents. Les professeurs les envisagent parfaitement. Ils ont un petit peu de mal, et c'est normal, à décliner ces attendus et les faire travailler par les élèves de manière régulière et cyclique. Parfois, certains attendus, comme celui, par exemple, de l'interaction entre les élèves, interagir, être capable de participer à un débat avec ses camarades, est oublié, ou alors, parfois, la prise de parole est oubliée. Donc, on voit bien que déjà, là, de ce point de vue, il y a une clarification, il y a un travail qui s'effectue. Il y a deux obstacles aussi. Je vais répondre un petit peu à ta question qui veut être plus spécifique sur la Polynésie française, puisque d'après ce que tu me disais, Willy, il y a quelques instants, les enfants polynésiens, du moins je te cite, s'expriment peu. C'est possible. En tout cas, il est certain qu'il faut les amener à s'exprimer davantage, donc parler davantage. Et ce qui pourrait, c'est la deuxième partie de ma réponse, ce qui pourrait faire obstacle, c'est, je reviens à mon sujet récurrent, celui du cours dialogué. Le cours dialogué donne l'illusion que l'on fait travailler l'oral aux élèves. Ce n'est pas une illusion totale. Bien sûr qu'on fait travailler la capacité de certains à réagir aux sollicitations régulières du professeur. Mais vous voyez bien que si le cours dialogué prend tout l'espace de la séance, que va-t-il rester pour un véritable développement des compétences orales dans la complexité que je vous ai esquissée tout à l'heure des attendus? Pas grand-chose. Par conséquent, et ici peut-être en Polynésie davantage, si je suis ton idée, Willy, alors il faut mettre des dispositifs en place clairs, identifiés, méthodiques, réguliers, complémentaires, en cours pour travailler la parole informelle et la parole formelle. Et dans tout cet espace, il y a une énorme déclinaison. La parole informelle, une véritable parole non instrumentalisée, c'est-à-dire l'élève qui parle d'un sujet, un débat qui peut s'organiser entre les élèves, et une parole formalisée, une parole qui va se faire devant les camarades, soit à sa place, soit devant les autres, et qui nécessite un travail de mise en confiance, de régularité, de méthode, en ne cherchant pas à tout régler en même temps, mais en s'inscrivant plusieurs années. Et chaque enseignant prenant le relais du précédent et s'enquérant de ce qui s'est fait précédemment pour que les élèves montent en compétences. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, Willy. Isabelle. Il me semble qu'il faut aussi multiplier les interlocuteurs pour les élèves et pas simplement leur père ou l'enseignant. Et leur donner des occasions aussi d'expérimenter d'autres situations, peut-être en dehors de l'école. L'idée de travailler avec la communauté aussi permet de voir qu'on ne s'exprime pas à l'oral avec toujours de la même manière, que l'on s'adapte. Parfois, on trouve que certains élèves ne s'expriment pas beaucoup vis-à-vis des adultes, encore faut-il qu'ils se sentent autorisés à communiquer avec des adultes. Et avec des adultes appartenant à des cercles plus ou moins éloignés de leurs habitudes de communication, et qu'à l'intérieur de l'école, on peut multiplier les partenariats pour aussi, finalement, apprendre à communiquer de manière différente, de manière plus ou moins formelle, avec des adultes qui ont des statuts aussi différents et pas simplement l'enseignant qui ne peut pas assurer, je dirais, toutes les fonctions d'interlocuteur adulte.
Cynthia. Alors, je me permets quand même de préciser. Cette année, donc, au lycée professionnel de Fara, qui est quand même un concentré également d'éducation prioritaire, on a remarqué que les gamins qui ne réussissent pas aux examens, il s'agit quand même de CAP, hein. Il s'agit quand même de bac pro. Il ne s'agit pas de nos bacs généraux, etc. Dans les lycées professionnels, on parle bien de CAP. Souvent, la plupart, alors que les épreuves sont faciles, les épreuves pratiques, eh ben, souvent, la plupart de nos gamins échouent parce qu'il y a une épreuve orale. C'est ce qui me permet de dire qu'il y a quand même une problématique autour de la prise de parole qui commence, voilà, effectivement, et je crois que bon, toutes les études dans nos différents bassins le montrent. Dans les écoles maternelles, primaires, les gamins parlent bien, parlent beaucoup. Quand ils arrivent au collège, ils parlent moins. Alors, je ne vous dis pas ce que ça donne au lycée, surtout professionnel. Voilà, c'est pour ça que cette problématique-là m'intéressait quand même. Bon, je vous le dis. Hein, voilà. Enfin, nous, on est un peu assez d'accord sur la place de la maternelle dans la capacité à développer ses compétences langagières. C'est vrai que les élèves arrivent avec des compétences de communication, avec, on a dit tout à l'heure, une sorte de langage un peu polymorphe, genre sabire, mélange de ci et de ça. Et souvent, comme on attend un langage assez structuré, très tôt et trop vite parfois, on ne donne pas d'occasions riches et variées, et puis des occasions où les élèves ont vraiment le temps de s'exprimer comme ils le peuvent pour commencer. Et c'est dans la relation justement avec l'enseignant qui est en écho qu'au fur et à mesure, l'élève va se rassurer et aller vers un langage plus structuré qui va véritablement servir sa pensée. Et c'est vrai qu'il faut ce temps en petite section. Et hier, on a eu le témoignage d'enseignants qui disaient qu'en TPS, le passage en toute petite section, c'est vrai qu'on dit TPS, nous, et non pas STP, STP permet progressivement aux enfants d'acquérir les structures, à la fois, c'est vrai, des structures langagières, mais surtout cette compétence de socialisation. C'est-à-dire à quelles conditions je prends la parole, comment je vais m'exprimer en fonction des cercles, je vais parler avec la maîtresse d'une manière, avec mes camarades d'une autre manière, ma maman quand elle arrive. Et toute cette construction, elle nécessite du temps, mais que nous aussi, en tant qu'enseignants, on soit très attentifs à ce qui se passe. Je pense que véritablement, ce n'est pas une arlésienne de dire à quel point, en maternelle, les enseignants doivent beaucoup observer les élèves et beaucoup évaluer par l'observation. Et cette capacité à tout le temps relancer le jeune enfant dans ses expériences, dans ses tentatives, c'est vraiment ce qui va permettre à l'enfant de développer ce langage et le rassurer, et qui va, au fur et à mesure, lui permettre d'accéder à des structures langagières de plus en plus complexes, de plus en plus riches. Et peut-être garantir au lycée cette compétence. Parce que les bons parleurs, on n'a rien à faire pour eux, c'est facile. C'est justement ces élèves qui sont dans l'inhibition, parce qu'ils savent bien qu'ils parlent mal. Parce que d'une manière ou d'une autre, on le leur fait bien sentir. Soit par notre manière d'être, soit parce qu'on s'adresse souvent à ceux qui répondent bien dans le discours dialogué qu'on peut trouver dès la maternelle, ça c'est sûr. Et on a vraiment cette attention à porter à l'importance de la maternelle pour construire le langage en éducation prioritaire. Avec la collègue qui est chargée de la maternelle en Guadeloupe, on est vraiment sur cette posture et on a mis en place notamment des expérimentations qui nous aident à développer cette compétence parce qu'on n'est pas formé à se taire. Il faut le dire, on est formé à parler. On entend bien d'ici l'appel du ventre, mais quand même, on va quand même encore prendre 5 minutes pour vos questions. 2 questions, s'il vous plaît. Oui, merci Willy, merci à nos intervenants. C'est très intéressant tout ce que vous dites. Et là, je prendrai le rôle de partenaire de la communauté éducative en tant que représentant des parents d'élèves et vous dire, en fait, comme c'est tout un lien et je souhaiterais rebondir avec ce qu'a dit notre précédente intervenante tout à l'heure. Le rôle de la maternelle est important et ce que on parlait de la confiance de soi, de l'estime de soi de l'enfant qui est le socle fondateur pour qu'un enfant prenne la parole et se construise tout doucement. Et pour faire un lien avec ce que vous disiez tout à l'heure sur la maternelle, nous avons fait un travail, la Fédération a fait un travail avec la direction de l'éducation depuis plusieurs années déjà, puisque la construction de cette relation, la construction de cette confiance, de cette estime de soi passe également et aussi avec les parents.
On n'en parle pas depuis tout à l'heure, alors que je pense que c'est essentiel dans la construction de cette estime de soi. Et ça commence à la maternelle. Et c'est pour ça que l'éducation prioritaire, pour moi, comme la mission maternelle, sont des socles fondateurs dans la relation qui doit être développée avec les parents, parce que ce n'est pas au collège que l'on va intégrer les parents dans la construction et l'estime de soi, mais bien à la maternelle. Voilà, c'était juste une remarque. Estime de soi et confiance en soi, les spécialistes, ce sont quand même les Canadiens. Hein. Ça réclame quand même un retour en séminaire avec nos amis canadiens. Deuxième question. Bonjour tout le monde, Melba Kawa, Tavana ou plutôt, Madame la Ministre, merci beaucoup pour la tenue de ce séminaire. Je voudrais intervenir par rapport à la place de la maternelle. Effectivement, l'éducation prioritaire le met en avant, c'est dès la maternelle que cela doit commencer. Je ne peux m'empêcher de reprendre les propos de Willy, du concret, et donc je vais vous parler du concret. En maternelle, il y a eu la suppression des postes d'adjoints supplémentaires, valables pour l'éducation prioritaire, ce qui est dommage. Donc, je voudrais saisir l'occasion pour vous rapporter un petit peu les difficultés que l'on a en éducation prioritaire. Certes, des moyens ont été mis, mais je veux aussi parler des locaux, où dans les établissements, nous n'avons pas encore les locaux qu'il faut. On parle de priorité, deuxième priorité, le climat scolaire. En profiter aussi pour les classes de CP, CE1 allégées. En France, l'éducation prioritaire le fait à 12. Vous avez adapté ici. Autre demande par rapport à la formation continue des enseignants, puisque les conditions de remplacement ne sont pas toujours favorables. Les formations, parfois, n'ont pas lieu. Autre demande, justement, favoriser ce lien avec les familles, que cela puisse se faire sur le temps scolaire, parce que on entend bien qu'après, c'est difficile également de toucher les parents en dehors. Donc voilà, Madame la Ministre, et puis à tous ceux qui sont ici, les demandes un peu des enseignants. Je le fais également en tant que représentante du personnel pour le syndicat du STIP. Vous remercier d'avoir intégré depuis 2014 la Polynésie dans ce réseau d'éducation prioritaire, enfin. 2015, on a vu les écoles de Papara, de Tuamotu y être intégrées. La demande, c'est que cela continue et puis que l'on pense à d'autres communes qui ont besoin d'y être intégrées. Nous avons encore des zones très défavorisées, malheureusement. La Polynésie aussi est touchée. Enfin, je voudrais ici saluer la présence de tous les enseignants. Vous êtes pour la majorité tous ici. Je sais que vous avez faim, juste une petite minute pour terminer, mais aussi marquer vous avez face à vous des enseignants volontaires avec une très grande conscience professionnelle qui sont là ce matin, cet après-midi, pour une formation continue, mais également pour pouvoir prendre tout ce qui a été dit en classe, mais nous avons besoin aussi d'accompagnement sur le terrain en termes de moyens humains et de matériel scolaire et de climat scolaire. Voilà, merci. Juste remercier nos intervenants, Isabelle, Cynthia de la Guadeloupe et nos inspecteurs sous vos applaudissements. Tam Amaitay.